Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau magazine de la culture et merci d'être fidèles à nos programmes. Aujourd'hui, le conflit entre Israël et le Hamas influence les arts, notamment les œuvres de caricaturistes. Nous en parlerons avec le curateur du musée de la caricature et de la bande dessinée de Holon qui en commentera quelques-unes. Et puis de Washington à Gaza, vous découvrirez les idées originales de ces artistes pour s'exprimer sur la situation actuelle au Moyen-Orient, musée anti-bombe et nuages qui prennent formes humaines, une toute nouvelle approche. Nous irons aussi tenter de remonter le moral aux pauvres touristes de Rome. Ils ont parcouru des kilomètres pour s'y rendre et ils sont si déçus de voir la cité éternelle ravaler sa façade pendant leur séjour. Mais on commence tout d'abord ce journal direction l'Espagne où ce sont des dizaines d'artistes qui ont dénoncé, je cite, un génocide à Gaza. Dans cette lettre ouverte publiée par le site d'information Europa Press et co-signée entre autres par le réalisateur Pedro Almodóvar ou encore le couple d'acteurs stars Javier Bardem et Penélope Cruz. Un appel est lancé à l'Union européenne à condamner, je cite, une fois encore les bombardements par terre, mer et air contre la population civile palestinienne dans la bande de Gaza. Javier Bardem est connu pour ses engagements politiques, avait déjà dénoncé d'autres conflits dans le passé, notamment à propos du Sahara occidental, au travers d'un film qu'il avait coproduit, Les Enfants des nuages. Allez, on parle maintenant de caricatures de presse. Les journaux israéliens de tous bords publient ces caricatures, tout spécialement en temps de guerre, des caricatures qui peuvent transmettre un message comique, ironique ou bien dénonciateur. Pour en parler avec nous, Assaf Gamzou, bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Vous êtes curateur du musée israélien de la bande dessinée de Holon, qui est une banlieue sud de Tel Aviv. Tout d'abord, Assaf, quel est le rôle des caricatures dans une société démocratique ? Eh bien, je pense que nous devons considérer les caricatures et les bandes dessinées dans un contexte plus large, qui est celui de la presse dans un pays démocratique. Lorsque vous y pensez de cette manière, vous comprenez alors que les caricatures doivent être appréhendées en tant qu'élément éditorial. Elles sont un moyen très important du rôle de la presse, qui est d'être le garde-fou de la démocratie. Vous savez, aux États-Unis, un prix Pulitzer est aussi remis aux caricatures, comme pour tous les autres articles, ce qui veut dire qu'elles ont une signification tout spécialement dans une démocratie. Et on va regarder donc ces dessins en particulier, si vous voulez bien les commenter. Le premier, c'est un dessin de Guy Morad, une caricature de Guy Morad qui représente donc les grandes vacances dans un bunker. Donc, le dessin que nous voyons date d'il y a 2, même 3 semaines. La guerre venait de commencer et les enfants venaient juste de commencer leurs vacances. Nous pouvons les voir quitter l'école pour rentrer directement dans un bunker. Cela résumait bien la réalité du moment lorsque tout le monde s'imaginait en vacances avant que la situation ne se dégrade très rapidement. Mais c'est quelque chose que la société israélienne est habituée à cette nécessité d'aller se mettre dans les bunkers. Ceci est à la fois vrai et faux en même temps, car oui, il est vrai qu'une bonne partie de la société israélienne, et tout spécialement dans la région frontalière de la bande de Gaza, est habituée à cette réalité. Mais l'escalade de la violence a conduit ce conflit bien plus loin, et il y a d'autres caricatures montrant des villes comme Tel Aviv, où les gens ne sont pas habitués à vivre sous la menace des missiles. Et même si cela était le cas, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'ils désirent spécialement. Des autres caricatures qu'on va regarder tout de suite. Ce deuxième exemple, ça a été fait par Amos Biderman et c'est donc la gauche et la droite israélienne qui s'engueulent. Vous pouvez nous en parler peut-être un petit peu plus ? Cette caricature montre en fait quelque chose auquel la société israélienne n'était pas du tout habituée, et tout spécialement ces 20 dernières années. Cela parle de la fin du cessez-le-feu humanitaire, même si bien sûr nous pensons que cela parle de Gaza et de l'armée, du conflit entre le Hamas et Tsahal. Nous voyons ici des manifestants de droite s'invectiver avec des manifestants de gauche, pour dire que le cessez-le-feu n'était qu'à l'intérieur d'Israël et non à l'extérieur. C'est pour nous montrer la polarité et l'extrémisme qui ont refait surface ces derniers mois d'une manière très moche. Et puis ce troisième exemple, ça a été fait donc par Michel Kishka, qu'on connaît bien à I24 News. C'est donc le chef du Hamas qui est sur son vélo de chambre. Qu'est-ce qui se joue là ?
Cela montre bien sûr la polarité et l'opposition entre Haniyeh, assis avec son expresso à la salle de sport, regardant Al Jazeera sur son écran plasma, qui met en valeur les temps difficiles que vivent les habitants de Gaza, dus à la fois au règne du Hamas et au bombardement israélien. Cela montre bien l'hypocrisie de la politique du Hamas. Est-ce que vous voyez une différence entre les caricatures publiées en ce moment et les caricatures qui sont publiées en règle générale en Israël ou dans le monde ? Eh bien, il y a effectivement une différence dans la mesure où tous les artistes sont plus pointilleux et plus extrêmes pendant ces périodes. Tout comme Kishka, que nous venons de voir, les artistes font plus attention aux détails et sont plus incisifs. Mais évidemment, le fait que les gens affrontent cette guerre jette un peu d'ombre sur les questions sociales de ces 2 dernières années en Israël, où l'espace donné est bien plus faible et dont personne ne parle en ce moment. Et qui sont les personnages préférés des Israéliens à caricaturer? Quelles sont les personnalités qu'on caricature le plus ici? Je pense que ce statut de célébrité des caricatures doit revenir à Avigdor Lieberman, qui est dessiné par tous les journaux du pays, quel que soit leur bord. Je pense qu'il est vraiment représenté quasi quotidiennement. Si vous regardez les dessins de ces derniers mois, Lieberman y apparaît presque à chaque fois, bien plus que Bibi, Pérez ou même la Coupe du Monde, qui font bien moins d'apparitions comparé à lui. Lieberman, qui était donc le ministre des Affaires étrangères israélien. Est-ce qu'il y a des domaines que l'on ne peut pas aborder en caricature? On dit non, on ne peut pas toucher à ce sujet. Je pense qu'il y a plusieurs sujets, mais là, dans la société israélienne actuelle, le sujet le plus inabordable est celui du deuil des soldats tombés au combat. Les soldats représentent quelque chose que l'on ne touche pas, par respect pour ceux qui ont péri, mais aussi pour leur famille et pour leur mémoire. Ceci était vraiment une chose que je n'ai vue dans aucune caricature à laquelle je peux penser. C'est un aspect vraiment important de la société et de la culture israélienne, pas seulement en temps de guerre, mais tout le temps. Personne ne touche à ce sujet sensible. Donc c'est la seule chose que l'on ne touche pas en Israël. On va parler un petit peu du musée de Holon, le musée de la bande dessinée. Est-ce qu'il s'intéresse précisément et uniquement aux caricatures et aux bandes dessinées israéliennes ou celles du monde entier ? Le musée s'intéresse bien sûr à la fois aux œuvres israéliennes et aux œuvres internationales, mais notre mission est avant tout de promouvoir la bande dessinée et la caricature, ainsi que les artistes israéliens, et ce au travers à la fois de projets ici en Israël, mais également à l'étranger. Donc cela va vraiment dans les deux sens. Mais encore une fois, bien entendu, notre mission est avant tout de mettre en avant les artistes illustrateurs israéliens. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, Asaf, et bonne continuation avec ce musée de Holon de caricatures et de bandes dessinées. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Rome, c'est une destination touristique prisée des visiteurs du monde entier avec un centre historique classé à l'UNESCO. Chaque année, ce sont des foules de touristes qui se pressent pour voir le Colisée ou encore la fameuse fontaine de Trévi. Pourtant, afin de préserver son attrait international, Rome se doit de restaurer ses monuments en effectuant de nombreux travaux, des travaux effectués en plein cœur de l'été. À la surprise des touristes, c'est un récit de Samuel Calvo. Rome est la 3e destination touristique la plus visitée d'Europe derrière Londres et Paris. Mais au cœur de l'été et donc de la saison touristique, c'est une Rome en restauration que découvrent, déçus et mal informés, des milliers de touristes venus des 4 coins du monde. La frustration que les touristes ont est énorme parce que personne ne les a informés que les monuments principaux sont fermés. Ça provoque une grande frustration. Nous venons de loin, 10 000 km jusqu'ici. Nous voulons les visiter, mais nous ne pouvons pas. Des travaux qui pourtant s'imposent comme une nécessité absolue si la capitale italienne souhaite encore pouvoir s'enorgueillir de son titre de ville éternelle. La fontaine de Trévi est entièrement rhabillée d'une robe d'échafaudage grisâtre qui évoque difficilement la splendeur de ce monument rendu mondialement célèbre par Federico Fellini dans la Dolce Vita.
À quelques mètres de là, c'est la place d'Espagne, sa barque-fontaine et son église de la Trinité des Monts, perchée au bout de son escalier monumental qui se font refaire une nouvelle jeunesse. Décrié, le choix de l'été pour mener à bien ces travaux répond néanmoins à une certaine logique. Les voyages scolaires sont inexistants jusqu'à la reprise de l'enseignement en septembre et les personnes âgées restent cloîtrées chez elles, craignant les fortes chaleurs de la saison. Les conditions de travail en extérieur sont par ailleurs plus clémentes en cette période de l'année pour les ouvriers qui s'affairent sur les différents chantiers à l'abri des pluies torrentielles du printemps et de l'automne. Au pied d'un colisée étrangement en noir et blanc autour duquel tourne une structure métallique pour lui rafraîchir la façade, les touristes continuent d'affluer en masse. Heureusement, certains visiteurs trouvent encore du charme à cette ville et malgré ces travaux gardent le sourire. On se rendait pas compte qu'il y avait des travaux un peu partout, donc on les découvre au fur et à mesure. Mais bon, Rome, ça reste magique malgré tout, donc ça va. Et oui, Rome est magique, hein, elle le reste. L'adaptation au cinéma du sulfureux best-seller 50 nuances de Grey commence déjà à battre des records à plus de 6 mois de sa sortie dans les salles. Publiée le 24 juillet dernier sur la plateforme de partage de vidéos YouTube, la bande-annonce culmine déjà à plus de 36 millions de vues. Elle devient la plus regardée en 2014 en moins d'une semaine devant les très attendus blockbusters, les Tortues Ninja, Godzilla ou encore Transformers, l'âge de l'extinction. Les associations américaines conservatrices n'hésitent pas à critiquer cette bande-annonce en dénonçant une banalisation de la pornographie. De son côté, Universal se frotte les mains devant un tel succès et espère que l'intérêt des spectateurs ne se limitera pas à la bande-d'annonce. Et puis, on voit tous les jours, depuis le début de l'opération Bordure Protectrice, ce conflit entre Israël et le Hamas intéresse particulièrement la communauté internationale et les artistes aussi se manifestent parfois sur Internet, à travers Facebook ou encore Twitter, et parfois de façon plus originale. C'est ça dont vous venez nous parler aujourd'hui. Sandy Fortis, bonjour. Exactement, bonjour. Alors, tout ce qui se passe au Proche-Orient, généralement, attise l'intérêt à l'étranger. Et pour passer leur message, certains artistes ont décidé de le faire de façon à peu près originale. Donc c'est le cas de ces artistes américains. Ils s'appellent les Artists for Israel et ils ont choisi de le faire par le biais de l'art parce que ça marche souvent. Alors comment ont-ils fait ? Ils ont tout simplement créé un musée abri antimissile. Donc ils ont reproduit un abri qu'on trouve comme un abri qu'on trouve partout en Israël. Ces pièces fortes qui nous protègent des missiles envoyés par le Hamas et ils l'ont installé en plein cœur de Washington DC, invitant les passants à y entrer pour vivre l'expérience que vit tout Israélien, particulièrement intensément ces derniers temps, à l'exception faite qu'à l'intérieur, ils ont diffusé des vidéos qui montrent le quotidien des Israéliens. On regarde ce que ça donne. From the time the alarm sounds, you have 15 seconds, 15, to get inside the bomb shelter. Alors évidemment, l'autre exception, c'est que la menace pour eux n'était pas réelle. Donc ça enlève le côté traumatique et surtout le stress que pouvaient subir les Américains. Mais on voit bien qu'ils ont eu l'air particulièrement touchés par ce qu'ils ont vu. Et bon, alors ça, c'était à Washington. J'imagine que du côté palestinien aussi, les artistes se mobilisent. Exactement, à commencer par une exposition qui se déroule à Beyrouth. Elle réunit 18 artistes palestiniens qui exposent ensemble leurs travaux qui sont évidemment tous liés à la culture palestinienne. Alors peinture, sculpture, vidéo, installation. En tout, 62 œuvres d'art sont exposées au BEC, le Beirut Exhibition Center au Liban. Donc, toutes ont pour point commun l'identité palestinienne. On y retrouve évidemment toutes sortes de symboles, comme la clé emblématique du droit au retour, le kéfier, ce foulard en noir et blanc symbolisant la résistance palestinienne, ou encore l'orange, comme l'orange de Jaffa, pardon. Alors, on ne sait jamais, Yafo, Jaffa, on ne sait pas. Voilà, là c'est Jaffa. En français, en tout cas, c'est Jaffa. Parmi les artistes participants, on note notamment Laila Shawan, Nasser Soumi, Marie Touma ou encore Mohamed Al-Awajri, des artistes
artistes réunis par le curateur Mark Hachem. L'exposition s'appelle Bridge to Palestine et elle aura lieu jusqu'au 3 août. Alors, autre artiste qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, il s'appelle Belal Khaled. C'est un photographe palestinien qui s'est inspiré de son enfance pour son tout dernier projet. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a redessiné des nuages de fumée, des bombardements. Sur Gaza et il les a transformés en visages, en points levés ou autres formes assez originales. Alors, c'est une idée qu'il a puisée évidemment des longues heures qu'il passait étant enfant à regarder les nuages et en imaginant les formes. C'est ce qu'on a tous fait un peu étant enfant. Mais là, moi, je voyais souvent des lapins. Je voyais pas des choses aussi jolies. Le point est assez impressionnant quand même. Celui-là, on voit vraiment. Après, d'autres, il faut vraiment chercher. Mais bon, c'est quand même un artiste. Il a évidemment toute son originalité, son imagination. Et je pense que le résultat est quand même assez impressionnant. Très impressionnant. Merci beaucoup, Sandy Fortis. Voilà, c'est la fin de notre Culture Mag, de votre Culture Mag. On se retrouve demain, bien évidemment, à la même heure. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur notre page internet i24news.tv. D'ici là, bon retour sur la planète Terre.